c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves de tout ce qui se joue dans les entreprises, et notamment au niveau des relations humaines. Et ça tombe bien, car aujourd'hui je reçois une spécialiste des relations humaines, enfin, plus exactement une spécialiste de la psychologie sociale. Elle s'appelle Nolwenn Agnier, elle est docteure en psychologie et elle a co-créé l'entreprise Psycho, le premier cabinet d'outsourcing en recherche et développement en sciences sociales. Et si vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? Ne vous en faites pas, Nolwenn va tout vous expliquer. Mais si je l'ai contactée, c'est parce que dans le cadre de mon travail, je dois constamment me mettre à jour sur les nouvelles données scientifiques en rapport avec le comportement humain. Pour tout vous avouer, je passe énormément de temps à lire tout plein d'articles en fait sur le stress, le burn-out, la façon de faire des diagnostics sur les risques psychosociaux, etc. Mais si je peux faire tout ça, c'est grâce à des chercheurs comme Nolwenn. D'ailleurs, un jour, je suis tombée sur l'un de ces articles qui avait pour titre « Pourquoi faire appel à la psychologie est essentiel dès lors qu'on traite de l'humain au travail ?» Et cet article, il m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit qu'il faut que je l'invite dans le podcast. Et pour mon plus grand plaisir, elle a accepté et osé répondre à toutes mes questions pour savoir comment la psychologie peut aider les entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer le plus possible tous nos biais cognitifs? Comment est-ce que les méthodes scientifiques peuvent améliorer l'environnement de travail? Quels sont les besoins fondamentaux des salariés? Pourquoi on peut avoir des comportements sur le lieu de travail qui sont contraires à nos valeurs sans même en avoir conscience? Bref, je l'ai bombardé de questions et je vous conseille de prendre des notes. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment appris énormément de choses avec Nolwenn et ça a été vraiment un moment très enrichissant et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Allez, bonne écoute! Alors, bonjour Nolwenn et bienvenue sur le podcast. Alors, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui, surtout que ça fait super longtemps que je souhaitais t'inviter. Je t'avais découvert en fait grâce à LinkedIn car tu postes souvent des articles sur des sujets en psycho qui me passionnent et qui sont en plus en lien avec le monde de l'entreprise. Et je t'avoue en fait que ça m'a un peu questionnée puisqu'on s'imagine pas qu'une docteure en psychologie puisse ensuite aller vers le monde de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce pas-là, de mettre tes compétences au service des entreprises? Bonjour Camille, déjà merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir de participer aujourd'hui à ton podcast. Et merci pour cette super introduction. Je suis vraiment ravie. Pour répondre à ta question, c'est vrai que les docteurs, qui plus est en sciences sociales, sont encore assez peu visibles, entre guillemets, en dehors des laboratoires. Moi, j'ai vraiment eu envie de faire ce pas-là, tout en sachant que ça serait pas forcément évident, justement parce que dans les recherches que j'ai fait au cours de ma thèse, et un petit peu avant aussi dans mes années de master, puisque je faisais déjà un petit peu de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément justement de résultats de recherche qui pouvaient être très intéressants du point de vue des entreprises, mais qui n'étaient pas vraiment communiqués en dehors de la sphère académique. Donc, c'était communiqué dans des revues spécialisées pour les scientifiques, etc. Mais ça faisait pas vraiment l'objet de communication vulgarisée, en tout cas à destination de personnes extérieures, si tu veux, au monde de la recherche. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire justement pour faire le lien entre tout le savoir, mine de rien, qui est créé au niveau des laboratoires de recherche et les besoins opérationnels, stratégiques dans les entreprises. C'est ce qui m'a vraiment motivée. Et avant ça, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter vers la psychologie sociale? Est-ce que tu as eu une expérience, un livre ou quelque chose où tu t'es dit, OK, moi, c'est là-dedans que j'ai envie de m'orienter? C'est une très bonne question. C'est presque ça. Ouais, c'est pas un livre, mais c'est un prof en fait. Moi, je me suis lancée dans la psycho par intérêt, vraiment parce que j'avais une espèce d'intuition comme quoi ça allait. C'était un domaine qui allait m'intéresser, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu comme tout le monde une vision assez cliché de la psychologie. Et puis en première année, j'ai eu justement mes premiers cours de psychologie sociale avec un professeur passionnant, Monsieur Priolo, s'il m'écoute. et, euh, et vraiment, on a appris les bases de la psychologie sociale, l'expérience de Milgram, l'expérience de Stanford, donc voilà, des expériences qui sont plus ou moins remises en question aujourd'hui, mais qui restent assez fondamentales. Et vraiment, j'ai eu un espèce de flash et je me suis dit, mais en fait, si tu veux, c'est vraiment l'idée que
beaucoup de nos intuitions, au final, puissent se révéler fausses, que l'environnement social puisse à ce point influencer sur nos comportements. Ça m'a passionnée dès le début et je me suis dit, ouais, c'est là-dedans que je veux aller, quoi. Ah, trop bien. Et justement, alors je rebondis juste que tu sais, tu me disais, ah, toi aussi, tu avais des idées reçues un peu sur la psychologie. Les personnes que tu... Du coup, c'est bien de savoir qu'une docteure en psychologie avait aussi des idées reçues dessus. Est-ce que les personnes que tu peux rencontrer, je ne sais pas ce que tu vois dans le monde de l'entreprise, ont aussi ces idées reçues-là? Et quelles idées reçues aujourd'hui tu aimerais un peu casser par rapport à ce qu'on peut avoir sur la psychologie? Oui, il y en a pas mal effectivement. L'idée n'est pas du tout de blâmer ou de reprocher quoi que ce soit aux personnes avec lesquelles j'échange, parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, on a toutes et tous des idées reçues, hormis voilà, quand on a fait un petit peu d'études là-dedans, on a une vision un petit peu plus précise de ce que c'est, mais quand on connaît pas très bien la psychologie, on a une vision voilà de ce que ça peut être, qui est pas forcément toujours fidèle à la réalité, mais c'est normal, ça, c'est en lien aussi avec ce qui est véhiculé de la psychologie dans les médias, dans les films, etc. Donc là, tu n'es pas en train de m'analyser quand je te parle. Si, à travers. Non. Mais c'est vrai que ça fait partie des idées reçues que j'entends souvent. Il y a cette idée reçue, effectivement, du psychologue un petit peu magicien. Qui va par alors je caricature un petit peu, hein, mais qui va par un regard ou en 2 minutes analyser toute ton enfance, tous les problèmes que tu as pu rencontrer, avoir accès à tes plus sombres secrets, etc. Donc, alors, je caricature un peu, hein, c'est pas aussi forcé que ça, ou ça ne l'est plus en tout cas, mais c'est quand même une idée que j'entends encore assez fréquemment et qui est liée pour moi à ces images un peu, tu sais, du mentaliste qu'on peut voir à la télé. Mais en réalité, voilà, un diagnostic ou même juste une analyse psychologique, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose qui se co-construit en général avec la personne ou le groupe concerné. Donc voilà, le psychologue ou le docteur en psychologie n'est pas un magicien. Donc ça, c'est la première idée reçue en effet. Voilà, au-delà des petites blagues un peu qui font référence à des clichés, mais de façon assumée, non, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus d'intérêt pour la psychologie, même si, voilà, encore une fois, comme on se disait, il y a des idées reçues qui persistent, le psychologue magicien, le psychologue psychanalyste aussi. C'est vrai que, alors, je parle pour la France parce que je vais parler de ce que je connais. Je sais que c'est pas forcément le cas ailleurs, mais on a encore tendance beaucoup à associer psychologie et psychanalyse. Or, voilà, la psychanalyse, c'est quand même un courant très particulier qui est uniquement, j'ai envie de dire, ou presque uniquement issu des travaux de Sigmund Freud et qui aujourd'hui, voilà, voilà, c'est une méthode en fait de thérapeutique qui peut s'avérer utile dans certains cas, mais qui a quand même été pas mal remise en question et qui surtout n'est pas du tout représentative déjà de l'ensemble de la psychologie clinique et encore moins en fait de l'ensemble de la psychologie, de la neuropsy, de la psychologie du travail, de la psychologie sociale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu me demandais tout à l'heure les idées reçues que j'aimerais un petit peu casser entre guillemets, il y a aussi cette vision du psychologue psychanalyste puisque c'est une réalité, il y a des psychologues qui sont psychanalystes, mais c'est absolument pas représentatif de tous les psychologues et docteurs en psychologie. D'accord, non, parce que c'est vrai, en plus, quand tu penses à la psychologie, moi, je t'avoue que la première personne que je pense, c'est toujours Freud. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je sais pas si... Qu'est-ce qui fait qu'il est autant présent? Mais je sais pas du tout où est-ce que tu as fait tes études, mais je sais que moi, là où j'ai fait mes études, donc enfin une bonne partie de mes études, on va dire, à l'université de Rouen, la psychanalyse, c'est représentait quand même une majorité de nos cours de psychologie clinique. Et quand je dis une majorité, je suis très gentille, je pense la quasi-totalité. Et c'est le cas dans pas mal d'universités en France. Donc c'est vrai qu'on a encore un ancrage très fort dans la psychanalyse au niveau de certaines universités, en tout cas, et au niveau de la psychologie clinique, qui est encore pas mal enseignée. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus d'universités justement qui revendiquent un peu d'autres appartenances théoriques, mais ça se fait petit à petit et on est encore assez majoritairement ancré dans la psychanalyse. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, ça pour le coup je peux un peu plus en parler parce que voilà, sans dire que je sais, j'ai des notions. Je sais qu'aux États-Unis, ça fait bien longtemps que la psychanalyse, c'est voilà très minoritaire en psychologie. Et, ils n'ont pas du tout la même approche qu'en France. Donc je pense que petit à petit, la psychologie scientifique gagnant un petit peu du terrain, on va voilà avoir de plus en plus une vision plus globale de la psychologie et ne pas relier systématiquement psychologie et psychanalyse. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps.
Et la psychologie du travail, elle s'appuie sur quoi? La psychologie du travail, elle va s'appuyer sur différents types de recherches. Pour parler de façon un petit peu générale, il va y avoir les recherches expérimentales, les recherches type un peu enquête et les recherches observationnelles. Donc, c'est en fait ces 3 types de recherches qui sont très corrélés, enfin qui sont très liés, pardon, qui sont complémentaires aussi et qui vont permettre d'avoir un point de vue un petit peu global sur les différents phénomènes qui ont lieu au travail. Donc, la recherche observationnelle, c'est vraiment des personnes qui vont se rendre dans les entreprises, donc dans différents types d'entreprises, avec une hypothèse en tête. Donc, par exemple, je dis voilà une bêtise, un exemple fictif, mais est-ce que des bureaux agréables favorisent la motivation, par exemple? Donc, ils vont aller dans les entreprises et ils vont vraiment observer les comportements, la manière dont les gens évoluent dans leur espace de travail, les opinions qu'ils véhiculent, etc. Mais vraiment sur place, si tu veux, et ils vont voilà en tirer des conclusions. Ça peut se faire aussi via des entretiens, parce que là je parle d'observation, mais il y a aussi des recherches qualitatives par entretien qui existent où vraiment on va interroger les personnes, donc voilà, par exemple leur poser des questions par rapport à leur lieu de travail, leur motivation, leurs ressentiments, etc. Après, il y a les recherches corrélationnelles qui sont assez intéressantes puisqu'elles permettent de toucher un grand nombre de personnes. C'est vraiment les recherches de tickets. Alors, c'est pas les recherches qui ont la validité scientifique la plus importante, mais là où c'est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'avoir un regard à un instant T sur un phénomène en interrogeant un grand panel de personnes. Donc, on va envoyer des questionnaires, voilà, à un échantillon de personnes très important, représentatif, et on va pouvoir, par exemple, savoir si on envoie des questionnaires, par exemple, de motivation, de bien-être, de satisfaction professionnelle, et on va pouvoir faire des liens entre ces différentes variables pour essayer de comprendre un petit peu toujours pareil, hein, à un instant T, comment ces différentes variables agissent les unes sur les autres et du coup, comment est-ce qu'on peut aussi intervenir pour favoriser le bien-être professionnel. Donc ça, c'est un autre type de recherche. Et le type de recherche, j'allais dire que moi, je connais le mieux parce que voilà, c'est là-dessus que je me suis un petit peu spécialisée, c'est les recherches expérimentales. Donc ça, c'est les recherches qui sont un peu le plus déconnectées quelque part du terrain, puisqu'on va vraiment faire venir les gens en laboratoire. Mais là où elles sont intéressantes, c'est qu'elles permettent vraiment d'avoir une forte validité scientifique, puisqu'on va contrôler en fait tout l'environnement de la personne. Toutes les personnes qui vont venir en laboratoire seront exactement dans le même environnement. Donc on contrôle énormément de ce qu'on appelle les variables parasites, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui peuvent venir influencer les comportements des gens et qu'on maîtrise pas forcément ailleurs qu'en labo. Et on va justement comment dire, soumettre, le mot est un peu fort, mais les inviter à prendre part à une expérience. Donc souvent c'est des expériences informatisées qui vont un petit peu les mettre en contexte et au cours desquelles on va leur poser des questions, ou il y a des expériences aussi un petit peu plus implicites qui font appel à des choses comme le subliminal, etc. Et là on va pouvoir avoir vraiment des recueils de données statistiques qui vont nous permettre d'avoir voilà une vision très précise finalement de l'impact d'une petite variation de l'environnement sur le comportement. Je te donne un exemple parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire, mais si je reprends mon exemple d'étudier l'impact, je sais plus quel était mon exemple, mais on va dire étudier l'impact de l'environnement de travail et de l'agréabilité des bureaux sur la motivation. On va par exemple faire venir des personnes en laboratoire en faisant varier, si on veut, l'agréabilité du labo, donc en mettant des petites plantes, une lumière plus chaleureuse, etc. Et on va faire passer des tests de motivation à la personne. Et l'idée après, ça va être de comparer les personnes qui ont eu un environnement agréable et les personnes qui ont eu un environnement moins agréable pour justement voir s'il y a des variations en termes de motivation. Donc là, comme je te disais, on s'éloigne du monde de l'entreprise, on étudie des hypothèses très spécifiques, mais en termes de validité prédictive, ce qu'on appelle la validité prédictive, c'est-à-dire la validité scientifique finalement de notre hypothèse, on est vraiment très très fort, c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr que c'est vraiment les modifications, la plante, la lumière, etc., qui ont entraîné une modification de la motivation et pas autre chose. Mais comment tu arrives à le mesurer, ça, cette motivation?
En général, c'est vrai qu'en psychologie du travail, on utilise beaucoup l'outil de questionnaire. Donc, ce sont des échelles qui sont validées scientifiquement et qui mesurent vraiment la motivation. Donc, c'est l'outil aujourd'hui qui est le plus utilisé. Après, c'est un outil qui a ses limites aussi, puisque dans le questionnaire, on va vraiment alors, c'est des questionnaires qui sont quand même un petit peu plus subtils que êtes-vous motivé, oui, non. Hein, donc, il y a différentes questions qui mesurent différents types de motivation de façon un petit peu subtile. Le but étant d'éviter au maximum les biais, puisqu'on sait qu'une personne qui remplit un questionnaire aura parfois tendance à modifier un petit peu ses réponses pour voilà, donner une image positive d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Donc, les questionnaires sont un petit peu travaillés pour éviter ça. Néanmoins, on sait que quand on est dans le questionnaire, on reste dans ce qu'on appelle l'auto-rapporté, c'est-à-dire que c'est la personne qui remplit elle-même le questionnaire et qui répond à des questions qui la concernent directement. Donc, de plus en plus, on voit émerger des outils, comme je te disais, qui relèvent un petit peu de l'implicite. Alors, personnellement, je n'ai pas connaissance de tels outils en psychologie vraiment du travail, mais je sais par exemple qu'en psychologie sociale, il existe un outil qui est assez connu qui s'appelle l'IAT, donc l'Implicit Association Test, alors je ne vais pas dérouler l'ensemble du test parce que vraiment c'est assez complexe et ce serait très lourd, je pense, à l'oral à expliquer. Mais pour la petite anecdote, j'en ai utilisé dans ma thèse et je crois qu'il y a 10 pages de ma thèse qui sont utilisées à la description de la méthode. Ah oui. Donc c'est vraiment assez long à expliquer. Mais en gros, c'est vraiment le but d'étudier les préjugés implicites quelque part, donc les associations implicites qu'on va pouvoir faire, par exemple, entre les hommes et la virilité, entre les femmes et donc c'est plutôt les stéréotypes implicites que les préjugés implicites. Mais c'est vraiment le participant pour le coup n'a aucun moyen de savoir ce qu'on teste. Et ça c'est vraiment intéressant parce que justement c'est des recherches qui fonctionnent avec comme je te disais, le subliminal ou avec l'attention, les mécanismes de l'attention visuelle, etc. Et vraiment, la personne n'a aucun moyen de savoir ce qu'on teste et donc n'a aucun moyen ou très peu de moyens de falsifier les résultats. Donc, je sais qu'en psychologie sociale, vraiment, il y a de plus en plus de tests qui émergent. Je t'avoue qu'en psychologie du travail, je sais pas, mais ça me fait penser que si on a, que déjà j'ai envie de chercher, donc je pense que je vais et que si on n'a pas, je pense que ce serait un terrain de recherche assez amusant parce que je pense qu'il y a pas mal, enfin amusant, oui, si, pour moi amusant. Je sais pas si ça l'est pour tout le monde, mais il y aurait des choses à faire, je pense, parce qu'effectivement, c'est des outils qui sont très intéressants, justement parce qu'il n'y a pas moyen de falsifier les réponses, quoi. Et toi, dans toutes les expériences là que tu as fait, je sais pas si il y a une expérience vraiment dédiée au travail ou quelque chose que tu as vu qui, toi, t'a comme impressionné et puis t'es dit, OK, là-dessus, il faut que je me lance ou quelque chose comme ça? C'est une très bonne question. Moi, je sais que je suis, comment dire, à la base, on va dire que mon objet de recherche un peu de prédilection, c'est tout ce qui va tourner autour de la promotion de la diversité. Et je sais que dans ce cadre-là, mais certaines des recherches que j'avais pu réaliser pendant ma thèse ou réaliser ou co-réaliser m'avaient particulièrement marquée parce que justement, et en plus c'était, même si ma thèse était en psychologie sociale, on ancrait un peu nos travaux dans le monde du travail, les expériences qu'on réalisait, on mettait nos participants en situation un peu de travail en entreprise, donc il y avait un lien quand même, et on travaillait un petit peu sur la diversité en entreprise comme ça. Et ce qu'on avait montré finalement, ce qu'on avait montré, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais parce que nos expériences allaient dans le sens de dire que on pouvait avoir des comportements discriminants, y compris si on n'était pas nous-mêmes discriminants, et on pouvait avoir des comportements discriminants sur le lieu de travail sans en avoir conscience, justement quand on était dans un environnement de travail qui faisait un petit peu quelque part la promotion, alors promotion bien sûr implicite, déguisée. Aujourd'hui, c'est pas socialement admis de dire qu'on discrimine, mais quand l'entreprise faisait un petit peu une promotion déguisée de discrimination. Et du coup, on faisait passer ça, justement, entre guillemets, cette promotion déguisée, en parlant notamment c'est des sujets qui sont un petit peu polémiques, hein, mais en parlant notamment du port du voile, etc. Et ce que nos expériences avaient l'air de dire, c'est que quand il y avait une opinion un petit peu négative qui circulait dans les entreprises à propos du voile, ça incitait les personnes à discriminer d'autres personnes de confession musulmane
d'origine maghrébine, alors que ces personnes à la base n'étaient pas du tout porteuses de préjugés. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, waouh, en fait, notre environnement a un tel pouvoir sur nous que même quand on n'a pas la volonté d'être discriminant, on peut l'être juste parce que notre environnement et les normes dans lesquelles on baigne nous poussent à ça, quoi. Et Mais j'avais c'est trouvé ça, fou. ouais, j'avais trouvé ça assez ouf aussi. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Tu sais, parce que moi, là, je suis en train de penser aux recruteurs et que tu es dans un environnement d'entreprise comme tu es en train de le décrire ou l'environnement de ce que tu entends aussi dans les médias. Comment est-ce que tu fais si toi, t'as pas envie d'être discriminant, tu sais que tu as quand même des biais, comment est-ce que tu peux faire? Mais c'est une super bonne question parce qu'aujourd'hui, il existe certaines techniques, entre guillemets, ou méthodes déjà pour éviter le recrutement biaisé sur la base des CV. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on recommande, alors aux dernières nouvelles, ça a peut-être changé depuis, mais de ce que je savais, en tout cas, on recommandait l'utilisation, par exemple, de CV anonymes, donc sans nom, sans photo, parce qu'il y a beaucoup comment dire, des recherches qui ont montré qu'effectivement, il y a des discriminations qui peuvent assez facilement se faire sur le prénom, sur la photo, sur l'origine aussi, dans les CV, justement. Donc, il y a ça, il y a cette méthode-là déjà en ce qui concerne le recrutement sur CV qui peut être intéressante. Après, c'est vrai que ça n'empêche pas, bien évidemment, à un moment donné, la personne, il faut la rencontrer, que ce soit en visio ou en présentiel. Et là, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Puis, je veux dire, il n'y a pas de notion de forcément cacher son origine ou quoi. Mais du coup, ce qu'on recommande, nous, aux recruteurs, c'est déjà un travail en amont sur ses propres biais, parce que finalement, avoir connaissance du fait que ces biais existent et qu'on n'est pas à l'abri, y compris quand on est très très sensibilisé, ça incite vraiment les gens à faire attention et à se poser les questions quand ils sont en recrutement. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de sensibiliser les recruteurs aux biais qui existent et à la manière dont ils peuvent se manifester, parce que ça peut être très très subtil. Par exemple, il y a des recherches qui ont montré que inconsciemment, certains recruteurs allouaient moins de temps de parole à des candidates qu'à des candidats, alors qu'eux-mêmes étaient persuadés de ne pas discriminer sur la base du genre, tu vois. Ah Mais dans ouais. ouais, ils laissaient moins les femmes parler et ils leur donnaient moins l'occasion de se valoriser aussi. Donc, ça peut se manifester de façon très, très subtile et c'est pour ça qu'il y a vraiment pour moi un travail de sensibilisation. Et l'autre enjeu, à mon sens, dans les entretiens, c'est vraiment l'utilisation d'outils d'entretien, donc de guides d'entretien qu'on prépare en avance et qu'on essaye, alors sans évidemment en arriver à un entretien robotique, c'est pas du tout le but, mais essayer vraiment de se cantonner à un guide d'entretien avec des questions qui ont été préparées, qui ont été validées, qui sont voilà, pas biaisées, etc. Ça permet aussi d'avoir un outil assez objectif qui, alors, il n'y aura jamais zéro biais, parce que sinon, ça veut dire que l'entretien, il a été fait passer par un robot et c'est pas forcément beaucoup plus intéressant. Mais le but étant, voilà, de minimiser au maximum les biais et qu'en tout cas, les recruteurs en aient aussi conscience. Clairement. Et alors, on voit en plus aussi de plus en plus d'entreprises qui placent l'humain au cœur de leur processus. On voit d'ailleurs beaucoup d'organisations qui font attention à l'expérience collaborateur, à la qualité de vie au travail. Et comment est-ce que, d'après toi, la psychologie peut aider les entreprises à aller encore plus loin dans ce domaine-là? Là, tu nous as donné encore déjà un bout de réponse avec le recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu vois que la psychologie peut vraiment aider dans ce domaine? Ouais, tout à fait. Moi, c'est vrai que comme je suis pas mal plongée dans ces thématiques-là en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a, alors bien, voilà, j'ai pas la science infuse, mais j'ai vraiment l'impression, je peux même, je pense, dire que je suis assez convaincue qu'il y a pas mal de domaines d'études qui relèvent de la psychologie du travail et qui peuvent être vraiment intéressants, justement dans cet objectif-là de repenser un petit peu les conditions de travail sur la base de l'humain et du fonctionnement humain. Je pense là tout de suite notamment à tous les travaux qui concernent la motivation, l'engagement. Il y a vraiment des gros champs de recherche aujourd'hui en psychologie qui étudient de façon voilà très pointue tout ce qui peut amener les personnes à être plus motivées, à être plus engagées. Donc ça relève Alors, de plein excuse-moi, de attends, je t'interromps juste là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur la motivation parce que moi, je vois plein de choses en ce moment qui circulent, des articles pour dire, qui disent vous allez pouvoir engager vos collaborateurs, appliquer cette méthode, c'est prouvé scientifiquement. Mais je t'avoue que moi, parfois, j'ai vraiment l'impression que c'est plus utilisé comme argument marketing que
voilà, qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes par rapport à ça. Du coup, je me demandais comment est-ce qu'on fait quand on est RH ou dirigeant pour savoir le vrai du faux. Est-ce qu'il y a des clés en fait pour connaître un outil scientifiquement valide, parce que là, tu es en train de me dire, si, on peut engager encore plus les personnes. Ok, mais comment? Alors, c'est super intéressant que tu dises ça parce que justement, j'étais en train de penser à ça en même temps que je te parlais, je crois. Et, il y a il y a deux choses intéressantes dans ta question auxquelles je vais essayer de répondre. La première, et le point en fait auquel je pensais précisément, c'est qu'effectivement, moi aussi, je me méfie énormément de ces techniques miracles qui disent qu'à tous les coups, on va réussir à engager les salariés, les collaborateurs, tout simplement parce qu'à mon sens, le but de l'employeur, en tout cas ou du RH, en tout cas son objectif, ça ne doit pas être d'arriver à un taux d'engagement de 100%, ce qui est juste impossible. Ça doit être de mettre en place des conditions de travail qui vont favoriser l'engagement, tout en sachant que même si dans une entreprise, on a des salariés qui sont globalement plus engagés que la moyenne, ça n'empêche pas les coups de mou, ça n'empêche pas les jours sans, ça n'empêche pas que certains ne seront pas engagés, tout simplement parce que il y a une variabilité entre les individus et des conditions de travail ne peuvent jamais à 100% convenir à tout le monde. Donc moi, je suis vraiment, et c'est peut-être le point sur lequel j'insiste le plus en ce moment. Je pense qu'il faut pas, effectivement, il faut pas que les employeurs ou les professionnels RH aient cette idée qu'en mettant en place des outils, même scientifiquement valides, on va engager tout le monde, tout simplement parce que c'est pas possible en fait. On a tous nos sensibilités, on a tous nos humeurs aussi, des périodes de vie au cours desquelles ça va moins bien, et attendre des salariés qui soient totalement engagés tout le temps, ça peut amener déjà à des déceptions, et en plus ça amène aussi à ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle, c'est-à-dire que les personnes, elles vont avoir conscience de ces attentes-là. Comme en général on veut envoyer une bonne image de soi à son employeur, elles vont avoir tendance à se montrer plus enthousiastes qu'elles ne le sont réellement. Et ça, à long terme, ça amène une souffrance. Donc voilà, pour moi, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'engagement tout en ayant conscience qu'on ne pourra jamais engager à 100% tout le temps. Donc c'était le premier point. Et le deuxième point, du coup, pour justement favoriser l'engagement, comme tu le disais très justement, c'est vrai que comme ce sont des thématiques assez à la mode en ce moment, on voit beaucoup de méthodes, d'outils émerger un petit peu. Et c'est bien, finalement, ça prouve aussi qu'il y a une vraie prise de conscience de ces enjeux-là. Mais comme tu le disais, il y a un petit peu de tout. Et sans dire que voilà, il y a des méthodes qui marchent et des méthodes qui marchent pas, parce qu'encore une fois, j'ai pas la science infuse. Moi, c'est vrai que j'ai quand même tendance à faire beaucoup plus confiance aux méthodes qui sont scientifiquement valides. Et pour ça, en fait, pour justement savoir si une méthode est scientifiquement valide, il y a effectivement des méthodes de recherche qui peuvent être un peu fastidieuses, mais qui, à mon sens, valent vraiment le coup. C'est déjà de chercher dans la littérature scientifique. Aujourd'hui, il y a quand même des plateformes assez bien faites comme Google Scholar qui référencent énormément d'articles scientifiques. Et en tapant dans Google Scholar le nom d'une méthode, on va assez rapidement se rendre compte si la méthode a fait l'objet de publications dans des revues scientifiques ou pas. Et il y a aussi de plus en plus, je trouve, des médias très très bien faits qui publient des articles de vulgarisation scientifique. Je pense notamment à la revue The Conversation. Désolée pour mon accent anglais qui est absolument horrible. T'en fais pas. Publie voilà, de très très bons articles qui sont faits par des scientifiques qui vulgarisent très très bien leurs recherches. Et si on veut être dans une démarche un petit peu plus de veille, mais qu'on n'a pas forcément envie voilà, de lire tous les mois des articles scientifiques parce que j'entends que c'est un peu fastidieux, ces revues-là sont très très utiles. Après, c'est aussi pour ça, quand on fait une recherche un peu plus spécifique, ça peut être intéressant justement d'aller voir dans la littérature scientifique, même si, encore une fois, et je l'entends tout à fait, hein, la plupart du temps, c'est des recherches anglophones, ce qui n'est pas forcément facile à maîtriser pour tout le monde, c'est une littérature qui est assez vaste. Donc voilà, j'entends que c'est pas toujours évident, mais j'encourage vraiment les gens à le faire parce qu'au plus on se plonge un peu dans cette littérature-là, au plus on comprend un peu comment elle fonctionne, on identifie les mots-clés, etc. Et au plus aussi, on maîtrise un petit peu mieux. Et justement, en parlant là de toutes ces revues de littérature, je ne sais pas si toi, tu as lu des choses par rapport à l'intuition, parce que en ce moment, j'ai vu des formations, en tout cas pour des managers ou certains coachs d'ailleurs, qui disent « Suis ton intuition, c'est la bonne, donc vas-y, fonce là-dedans. » Et on va même vous donner des méthodes pour que vous puissiez encore plus suivre votre intuition. Et puis ça vient de plus en plus là dans le monde des entreprises.
toi, toi et ton associé d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà lu des articles là-dessus sur l'intuition? En plus, je pense, tu m'en as déjà parlé aussi un peu au tout début, là, qu'il fallait pas suivre son intuition justement, parce que c'était un peu un biais. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu très récemment des articles sur le sujet, mais effectivement, comme tu l'as dit, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut jamais suivre son intuition, parce que bien évidemment, je pense que avec l'expérience, en apprenant aussi à connaître les personnes, on développe en fait ce que j'appellerais pas forcément une intuition, mais on développe quand même une connaissance de son milieu de travail, de ses collègues, etc., qui font que dans certains cas, notre instinct quelque part va nous dicter les bonnes réponses, si je peux parler comme ça. Mais je pense, moi personnellement, ça n'engage que moi, mais qu'il faut quand même être assez vigilant par rapport à son intuition. Il faut la questionner. Alors, on peut la suivre, il n'y a pas de souci, mais avant de la suivre, je pense qu'il faut la questionner parce que, comme tu l'as dit, notre intuition, elle est soumise à pas mal de biais qu'on connaît assez bien en psychologie sociale et en psychologie cognitive d'ailleurs, qui ont tendance à biaiser, ça porte bien son nom, à biaiser nos jugements. Je pense par exemple au biais qui est un peu connu maintenant, le biais de confirmation, qui va nous pousser justement à agir de façon à confirmer nos impressions. Typiquement, ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais des recruteurs qui vont allouer moins de temps de parole aux femmes qu'aux hommes en entretien, la plupart du temps, c'est des recruteurs qui ont un petit biais en faveur des candidats hommes et qui vont justement agir même sans le vouloir en fait, de façon à valoriser les hommes en entretien. Donc ça, c'est typiquement le biais de confirmation. Et oui, si ce recruteur-là se base sur son intuition, il va dire les hommes se sont quand même vachement mieux vendus que les femmes. Bah ouais, mais derrière, il y a aussi un comportement qui a fait que et qui n'est pas forcément conscientisé. Ça, c'était le biais de confirmation, mais il y en a plein des biais comme ça. Il y a le biais c'est un peu barbare comme nom, mais le biais de pro-endogroupe. Ah, celui-là, je connais pas. Et ben en fait, c'est un biais qui va faire qu'on va avoir tendance à favoriser les personnes qui appartiennent au même groupe que nous. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on va avoir tendance à favoriser les femmes. En tant que Français, on va avoir tendance à favoriser les Français. Et ça peut aussi jouer en entretien, mais plus généralement sur les situations de travail, parce que inconsciemment, en fait, on aura tendance un petit peu à se ranger derrière la vie de personnes qui nous ressemblent, sans même en avoir conscience. Et encore une fois, ça peut relever aussi de ce qu'on appelle l'intuition. Donc, ouais, il y a et j'en passe, hein, et on a tous, je pense que tu vois aussi cette carte des biais cognitifs là qui est assez immense. Je pourrais passer la soirée à lister des biais, c'est pas forcément le point, mais il y a beaucoup de biais qui existent, dont on n'a pas forcément conscience encore une fois, et qui peuvent justement faire que notre intuition va pas forcément aller dans le sens de l'objectivité. Donc pour moi, l'intuition, oui, elle est utile à un certain niveau parce que elle reflète aussi, comme je te le disais, une certaine connaissance de notre milieu, une connaissance comment dire, qui relève presque un peu de l'automatique à un moment, parce qu'on connaît tellement nos collègues, notre environnement, qu'on n'a même plus besoin de réfléchir. Donc oui, cette intuition, hein, quelque part, elle est réelle, mais de là à renforcer le fait de suivre son intuition, moi, j'avoue que je suis un peu sceptique et j'irai aussi dans le sens de dire oui, questionner aussi votre intuition, ça peut être utile parfois. Ah, bien, c'est clair. Et est-ce que ce serait le même conseil que tu donnerais aux consultants ou aux experts, parce que dans ce métier-là, on va venir dans une entreprise pour poser un diagnostic, mais on arrive aussi avec tous nos biais qui influencent du coup notre jugement. Et comment est-ce qu'on fait pour éliminer le plus possible ces biais-là? Donc, on se les questionne, et comment est-ce qu'on se questionne là-dessus? De quelle façon qu'est-ce que tu peux nous donner comme tips en fait? Mais justement, dans le cadre de diagnostic, c'est vrai qu'encore plus qu'en entretien, à mon sens, c'est hyper important de venir avec des outils construits en amont, construits si possible à plusieurs. Donc vraiment d'avoir des trames d'entretien, d'avoir des questionnaires, des échelles qui sont scientifiquement valides, qui vont justement faire en sorte que le recueil de données, il va être le plus objectif possible. Et justement, à mon sens, en entretien, alors encore une fois, on ne pourra jamais éliminer totalement nos biais, mais je pense que c'est vraiment intéressant déjà d'avoir aussi des dialogues réguliers entre praticiens, parce que ça permet vraiment de questionner régulièrement sa pratique
et ses méthodes, et de justement se confronter aussi à des regards extérieurs à nous-mêmes, de se confronter en fait à l'autre tout simplement et à une autre personne qui est aussi compétente dans le domaine. Donc je recommande aussi, il n'y a pas que moi, hein, c'est voilà, recommandé généralement d'avoir ces dialogues réguliers entre praticiens, d'utiliser des outils qui sont scientifiquement valides, et surtout, en fait, j'ai l'impression, mais encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même l'impression qu'au plus on est expert dans un domaine, au plus on va avoir tendance à se croire exempt de biais. On va se dire non mais c'est bon, les biais je les connais. En fait moi je suis plus soumis à ces biais-là. Et je pense que en fait c'est important d'avoir un questionnement régulier de soi à soi et de se dire ok, c'est pas parce que j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine que je suis plus soumis aux biais de confirmation ou aux biais pro-endogroupe. Comment est-ce que ça pourrait se manifester? Est-ce que dans mes derniers entretiens, j'ai pas donné la parole plus à machin qu'à un tel? Vraiment avoir ce recul permanent sur soi, avoir des dialogues permanents avec les autres, utiliser des outils scientifiques, ou en tout cas construire consciemment en ayant conscience de ses biais, remettre en question ces outils. Pour moi, c'est vraiment des méthodes qui vont être ultra importantes. Et puis, c'était aussi, pour en revenir à ça, une autre des motivations qu'on avait quand on s'est lancé, c'est de se dire qu'effectivement, quand on a une méthode qui est de diagnostic ou d'études, voilà, de cas qui est bien calée depuis, je caricature un petit peu, mais depuis 20 ans, c'est compliqué de se remettre en question, de la remettre en question, parce que forcément, on a à la fois le biais de confirmation et puis aussi un attachement. Enfin, on est habitué à travailler comme ça, etc. Et nous, on avait aussi envie d'être là un petit peu en appui extérieur de personnes un peu neutres qui vont dire bah c'est vrai que la méthode est très intéressante, mais peut-être que ça et ça, on pourrait le confronter à des recherches un peu plus récentes, etc. Ce qui m'amène en fait à un point que j'ai pas soulevé jusqu'ici, c'est rester au fait des recherches récentes et ne pas hésiter justement à intégrer les nouveaux concepts, les nouveaux types d'interventions qui sont mis en avant dans sa pratique, justement pour être sûr d'être toujours c'est un petit peu galvaudé comme expression, mais toujours un peu à la pointe de la science sociale, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais c'est surtout, je pense aussi, parce que tu sais, des fois, on voit des articles qui sortent, tu fais non, mais vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est la science l'a prouvé depuis 1930, donc c'est valable dans le temps. Alors qu'en fait, on oublie que la science, son but, et puis tu me diras si j'ai tort, c'est pas mon domaine d'expertise non plus, donc tu as le droit de me dire, t'as pas raison, Camille. Mais en tout cas, de ce que j'ai l'impression, c'est que la science, elle évolue constamment et des fois, on s'appuie beaucoup sur des anciennes théories, alors qu'il y en a d'autres qui sont sorties. Ouais. Non, mais si, alors je te dirais pas que t'as pas raison sur ce point-là, parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Effectivement, on a tendance à considérer que l'ancienneté d'une théorie ou d'un concept, c'est un gage de vérité quelque part, ou en tout cas de validité scientifique, alors que c'est pas exactement le cas, et c'est d'autant moins le cas, je pense, en sciences sociales, qui sont des sciences assez jeunes, mine de rien, en comparaison avec des sciences comme la physique, la médecine, etc. Et du coup, il y a eu encore une évolution des méthodes qui est assez impressionnante. Les méthodes de recherche ont vraiment évolué depuis les années 30, les années 50, même les années 70 ou 80. On est aujourd'hui à des niveaux de fiabilité ces dernières années qui sont vraiment bien plus importantes, parce que voilà, il y a des critères bien plus stricts en matière de recherche, etc. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, pour te donner un exemple, une recherche, pour qu'elle soit considérée comme ayant des résultats fiables, il faut, je sais pas, qu'on ait 200, 300 personnes minimum interrogées. À l'époque, des grandes recherches qui sont encore aujourd'hui citées comme voilà, fondamentales en psychologie, il y avait 20, 30 personnes qui étaient interrogées. Donc vraiment des recherches qui sont aujourd'hui qui ne rentrent pas du tout dans les critères de fiabilité. Donc, elles sont intéressantes parce que elles ont posé les bases à un moment donné de grands concepts. Mais effectivement, la psychologie, je vais parler pour ce que je connais, hein, mais la psychologie, c'est une science qui évolue assez vite. Il y a des théories qui sont constamment remises en question et retravaillées à la lumière de nouvelles méthodes qui sont toujours plus fiables. Donc, c'est vraiment intéressant de pas justement rester alors, je dis enfermé, mais encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est intéressant. Je vais prendre dans l'autre sens, de s'ouvrir justement aux évolutions de la science, de pas se dire que voilà, puisqu'une théorie elle a été montrée dans les années 70, c'est qu'elle est vraie, mais de
en fait, c'est la base de la science. C'est ce qu'on appelle la falsifiabilité. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, on dit que la science doit être falsifiable. C'est-à-dire qu'en fait, une théorie, elle est vraie jusqu'à ce qu'on ait montré qu'elle est fausse, finalement. Et du coup, le but des recherches scientifiques, c'est pas de confirmer une hypothèse, finalement. C'est plutôt de l'infirmer. Et tant qu'on confirme nos hypothèses, on se dit, bah voilà, cette théorie, elle est vraie, jusqu'à temps qu'on ait montré qu'elle est fausse. Donc, on est toujours un peu dans l'idée de se dire, on va avancer, mais on reste très, très sceptique finalement par rapport à ce qu'on montre ou à ce qu'on prouve avec plein de guillemets. Et il faut aussi que les personnes qui ont cette envie justement d'ancrer leur pratique dans les sciences sociales et humaines aient ce réflexe-là de se dire, bah, je vais régulièrement voir ce qui se passe et je vais régulièrement vérifier que ma théorie, elle n'a pas été infirmée et elle tient toujours la route. Je trouve ça génial ce que tu dis en fait. Tu sais, c'est comme si qu'il fallait comme être plus humble, comme se dire ok, bah là mon savoir il était jusqu'ici, puis à chaque fois, enfin en tout cas de ce que j'ai l'impression, mais qu'à chaque fois tu dois te remettre en question et puis te dire ah bah tiens peut-être que j'ai eu tort et puis bah je vais l'avouer et puis là je vais dire ah, ok ça maintenant ça ok c'est bon c'est validé et puis se reposer toujours des questions comme ça et ça ramène au fait d'être humble. Enfin, en tout cas c'est quand je t'entends c'est ce qui me vient. Ben, c'est ça en fait, c'est exactement ça et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on valorise vraiment une certaine forme de comment dire, d'assertivité, d'assurance, etc. Et d'expertise aussi quelque part, qui fait qu'on va un petit peu associer des personnes qui ont l'air très très sûres d'elles, très dans l'affirmation, à une certaine compétence. Alors qu'à mon sens, justement, avouer qu'à un moment donné on a eu tort, remettre en question ce qu'on a pu dire, revenir sur ce qu'on a pu dire, c'est pas du tout un aveu de faiblesse ou d'incompétence. Moi, justement, quand je vois quelqu'un qui dit voilà, dans ce que j'ai écrit il y a 6 mois, il y a un an, et ben il se trouve que c'était pas forcément vrai, qu'aujourd'hui c'est remis en question. Je me dis mais waouh, c'est ultra enfin ça me donne confiance en cette personne-là parce que je me dis c'est une personne non seulement qui se remet en question, mais qui fait aussi la démarche d'aller régulièrement vérifier un petit peu ses sources, tu vois. Donc je trouve qu'on devrait un peu sortir aujourd'hui de cette idée de l'expert qui affirme ce qu'il dit avec beaucoup de conviction et qui ne se remet jamais en question, parce qu'à mon sens, ne pas se remettre en question, c'est pas forcément une preuve d'expertise ou de connaissance. Moi, je me méfie au contraire des gens qui vont affirmer que leur méthode, leur connaissance, leur théorie, elle est tout le temps vraie et que il n'y a pas moyen que ce soit faux quelque part, parce que justement, on va à l'encontre de l'aspect falsifiable dont on parlait à l'instant. Et c'est aussi, pour en revenir à ça, par exemple, un des principaux problèmes qui a été soulevé dans le cadre de la psychanalyse, c'est qu'en fait, la psychanalyse, finalement, c'est quand même assez merveilleux. C'est-à-dire que, pour vraiment caricaturer, il y a un peu cette idée que quand on est contre ce que le psychanalyste nous dit, c'est qu'on est dans le déni. Donc finalement, il n'y a aucun moyen que je caricature vraiment, hein, mais on est un petit peu dans cet argument circulaire de se dire quand j'ai pas tort, j'ai raison, et quand j'ai raison, j'ai pas tort, tu vois. Donc, alors qu'au contraire, dans la science, on est tout le temps dans la remise en question. Et comme tu le dis, il y a une certaine humilité de se dire, bon, je pense être au plus proche de la vérité à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je le serai tout le temps. Mais c'est aussi un peu traître de se dire ça parce que je sais que moi, ça m'a un peu bloqué au début à avoir confiance dans mes compétences parce que justement, je me disais tout le temps, oh là là, j'ai peur de dire quelque chose et me rendre compte dans 3 mois que c'est faux. Donc, il faut quand même aussi être dans une espèce de demi-mesure qui fait que on va s'appuyer quand même et c'est pour ça qu'on a les méta-analyses, des recherches qui vont essayer de, comment dire, d'appuyer vraiment la fiabilité d'une théorie et qui permettent de se dire, bon, ok, à un instant T, je sais que cette théorie-là, elle a l'air quand même robuste et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour construire des outils, pour construire des procédures d'accompagnement. Donc, il y a vraiment, à mon sens, un juste milieu à trouver entre une remise en question régulière, mais aussi une certaine confiance en des théories qui sont robustes, qui permettent d'avancer. Parce que si on est constamment dans la remise en question, ça freine un petit peu l'action aussi. Et c'est le problème que j'ai pu avoir un petit peu au début quand je me suis lancée. Et maintenant, comment ça va? Ça va un petit peu mieux dans le sens où effectivement je dirais pas du tout jusqu'à dire que j'ai totalement confiance en moi, mais justement j'ai l'impression de plus en plus d'arriver à trouver un petit peu ce juste milieu entre voilà, de me dire justement bon, cette théorie aujourd'hui de ce que j'en vois a l'air relativement robuste, donc je peux me permettre de l'utiliser pour des accompagnements, pour des outils.
Néanmoins, je reste au fait de ce qui se passe dans la recherche et je ne suis pas à l'abri d'un jour revenir vers mes clients en disant bah écoutez, il y a eu telle et telle évolution, je vous propose qu'on retravaille l'outil ensemble. Donc voilà, je suis arrivée aujourd'hui à un degré de confiance un peu plus élevé, on va dire, qui me permet d'être un petit peu plus sûr de ce que j'avance, mais tout en étant voilà dans la remise en question, dans voilà comme tu disais, dans une certaine forme d'humilité qui pour moi caractérise aussi un petit peu la posture de chercheur finalement. Ah, mais ça, je peux juste te rejoindre complètement. J'avais lu aussi un de tes articles sur la résilience et à un moment donné, en fait, tu as écrit, alors là, je vais te lire, plus une organisation persistera dans son mode de fonctionnement en ignorant les signes avant-coureurs de transformation, plus le changement qui arrivera tôt ou tard sera brutal et improvisé. Mais alors, comment une organisation peut continuer à avancer comme ça dans une telle direction sans s'en rendre compte que tout est en train de s'écrouler? Alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments à mon sens qui peuvent faire qu'à un moment donné, effectivement, les signes de transformation vont pas être perçus. C'est justement, à mon sens, peut-être le point que moi j'ai eu l'occasion de voir, c'était justement des personnes, enfin même pas des personnes, des organisations qui persistaient un petit peu dans une méthodologie, dans un produit, etc. Sans le remettre en question, ou la remettre en question quand c'est une méthode. Et justement, le fait de ne pas remettre en question et de ne pas réévaluer régulièrement la fiabilité de son produit, de sa méthode, à la lumière de l'évolution des besoins, de l'évolution des attentes, etc., ça, c'est peut-être ce qui, de ce que j'ai pu voir, encore une fois, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais va poser problème parce que les besoins, et là je parle vraiment en termes de santé au travail, les besoins évoluent, les attentes des salariés évoluent, les modes de travail évoluent aussi. Qui aurait pu dire aujourd'hui qu'on serait passé fin 2020 à un télétravail quasi généralisé? Bon voilà, les modes de travail évoluent très vite et je pense qu'il faut être constamment en fait à l'écoute à la fois de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire un petit peu les modes, entre guillemets, ou en tout cas les évolutions des modes et des pratiques de travail, et aussi de ce qui se passe à l'intérieur de son entreprise, donc les attentes, les besoins de ses salariés, de ses collaborateurs. Il faut en permanence être dans une espèce de veille un petit peu de tout ce qui se passe en interne comme en externe, pour justement réévaluer régulièrement la pertinence, la fiabilité de son produit, de sa méthode, de son mode d'accompagnement, et essayer justement d'être, alors peut-être pas dans l'adaptation permanente, parce qu'encore une fois, si on est dans l'adaptation permanente, c'est compliqué d'avancer, mais en tout cas d'être dans une adaptation régulière qui évite justement, comme j'allais dire comme tu le disais, mais c'est une phrase extraite d'un de mes articles, donc mais je peux dire comme je le disais, parce que ça fait bizarre, mais bref, qui peut être justement qui peut amener in fine à des changements un petit peu brutaux, comme ça a été. Alors, c'est vraiment pas dans le but de blâmer les entreprises à qui c'est arrivé, parce que je pense qu'en plus ça a été très difficile, mais pour prendre un exemple qui aujourd'hui est assez visible, c'est des entreprises qui ont eu, comment dire, se sont pas forcément mises au télétravail. J'aime pas l'expression se sont mises, parce que ça implique qu'il y a une notion de bien et de mal, et c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait quand même avant la Covid, de plus en plus de scientifiques, d'experts, de praticiens qui disaient que le télétravail était de plus en plus intégré dans les attentes des salariés, de plus en plus pratiqué par les entreprises, et on voyait aussi des résistances dans certains milieux de certaines entreprises pour diverses raisons. Et on l'a vu, quand le Covid est arrivé, il y a eu un passage au télétravail massif. Les entreprises qui avaient déjà mis en place un télétravail partiel ont beaucoup moins souffert de ça. Et bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que c'est lié à une crise sanitaire qui n'était pas forcément prévisible, mais à mon sens, ça reflète aussi un petit peu l'idée que surfer un petit peu, entre guillemets, sur les attentes, les besoins, les évolutions sociétales, ça permet aussi d'être toujours adapté finalement, et de pas faire face, ou de moins avoir de chances de faire face à des changements brutaux qui peuvent vraiment mettre en difficulté les salariés. Ouais, non, mais clairement. Et justement, en parlant des salariés, est-ce que tu peux nous parler des besoins fondamentaux des salariés?
Oui, alors, c'est une grande question. Il y a pas mal de recherches en psychologie qui parlent de ces besoins fondamentaux, qui sont opposés finalement à des besoins individuels spécifiques parce que bien évidemment, on a tous, comme je te disais tout à l'heure, une sensibilité, une individualité qui fait qu'on n'aura jamais les mêmes besoins que son voisin. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même des besoins qui émergent comme étant, relativement communs, à un ensemble, majoritaire d'individus. Et je pense notamment à une théorie qui est assez robuste en psychologie, qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, qui, parle de 3 grands besoins fondamentaux, que sont d'une part, en fait, j'ai l'impression de faire un cours. On t'écoute tous. Non, mais il y a donc le besoin de compétence, c'est-à-dire le besoin en fait de se sentir compétent sur son lieu de travail, de sentir que ces compétences, elles sont utilisées à leur juste valeur, de sentir que vraiment, on peut en fait contribuer efficacement, aux objectifs collectifs et au travail de l'entreprise. Donc ça, c'est le besoin de compétence. Il y a le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le besoin, alors bien évidemment de ne pas être totalement autonome, ce qui est un peu compliqué, mais en tout cas de disposer d'une œuvre suffisante pour adapter un petit peu son environnement de travail, sa méthode de travail, etc., à ce qu'on aime faire, à ses valeurs, à ses attentes, à sa conception du travail aussi. Et il y a le besoin aussi de relations sociales que particulièrement important en ce moment. Enfin, j'en parle beaucoup à mes interlocuteurs parce que voilà, c'est vraiment visible. Le travail n'est pas là que pour remplir des besoins de compétences, etc. Le travail, il a aussi une grosse fonction sociale dans nos vies. Je veux dire, on passe énormément de temps au travail, on passe énormément de temps avec nos collègues, avec nos chefs, et avoir des relations de travail satisfaisantes, c'est hyper important. Et on l'a vu, notamment pendant la première phase de confinement, en tout cas en France, euh, au cours de laquelle il y a quand même eu un télétravail massif et beaucoup de personnes aussi en chômage partiel, donc qui sont vraiment restées chez eux sur une longue période. On a vraiment vu que finalement, en fait, le travail en présentiel était encore aujourd'hui important et occupait une place importante dans la vie des gens, puisqu'on va au travail aussi pour être en contact avec les gens. Et c'est pour ça, ça me rappelle, je discutais effectivement avec, il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me posait la question de pourquoi est-ce que juste avant la deuxième phase de confinement, il y a autant de personnes qui allaient au bureau alors que le télétravail était encore majoritairement recommandé. Et vraiment, moi, ma réponse, c'était de dire, mais parce qu'on a besoin des relations sociales qu'offre le travail et qu'aujourd'hui, malheureusement, eh ben, les technologies de communication permettent de pallier, mais vraiment permettent pas d'assouvir ce besoin. On a besoin d'être en contact avec les gens, d'être dans la même pièce qu'eux, d'interagir avec eux de façon informelle, d'avoir des pauses café, des pauses repas avec les gens. Et ça, ouais, c'est vraiment, c'est très marqué en ce moment. Et au-delà de ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est ce qui fait pour moi que, à mon sens, encore une fois, je recommande pas forcément, même hors Covid, le télétravail à 100%, parce que justement, j'ai l'impression que il y a quand même un gros risque d'isolement derrière. Ouais, non, complètement. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, il y a eu beaucoup de personnes en détresse psychologique, là, encore plus en tout cas pendant la période du Covid. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est la détresse psychologique? Alors la détresse psychologique, c'est un ensemble un petit peu de symptômes qui peuvent faire référence justement à des syndromes un petit peu de type dépression, anxiété, qui peuvent aller assez loin, hein. Ça peut aller jusqu'à des attaques de panique, jusqu'à vraiment des troubles dépressifs assez sévères. Donc voilà, c'est vraiment alors encore une fois, je peux me tromper parce que là, on sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais de ce que j'ai pu en lire, c'est vraiment un ensemble de symptômes ou de syndromes qui sont assez importants et qui reflètent vraiment un état, bah, ouais, des troubles, euh, des troubles assez, ouais, qui sont assez handicapants entre guillemets au quotidien. Quand je dis handicapants, c'est pas du tout péjoratif, mais qui peuvent vraiment nuire à notre fonctionnement psychologique classique, normal, j'ai envie de dire. Donc Et ah, pardon. excuse-moi, vas-y. Non, mais juste, je voulais finir justement sur le fait que la détresse psychologique, voilà, elle se manifeste, comme je te le disais, par. Faut voir en fait
tout changement comportemental comme un potentiel symptôme. Alors, mon but n'est pas du tout d'alarmer, hein, mais souvent ça se manifeste par des changements un peu brutaux de comportement. Donc des personnes qui étaient vraiment plutôt joyeuses, plutôt enthousiastes et qui vont se renfermer sur elles-mêmes, ou au contraire des personnes plutôt discrètes et qu'on va voir du jour au lendemain hyper extraverties, hyper voilà, hyper enthousiaste presque. Ça doit, ces changements, enfin là, comportementaux, ils doivent entre guillemets alerter parce que c'est potentiellement une détresse. Alors après, vraiment, la détresse pure reste globalement assez rare. Hein. J'irai pas dans le sens de sondages un peu alarmistes qui disent que 75% des gens sont en détresse psychologique. C'est pas le cas. Mais on a vu quand même, c'est vrai, une recrudescence des troubles anxieux ou dépressifs depuis le début de la crise, et notamment pendant la première période de confinement. Oui, non, clairement. Et alors je sais pas si en psychologie, tu as lu des choses là-dessus, mais qu'est-ce que les employeurs, en tout cas, pourraient faire pour garantir la sécurité psychologique des collaborateurs? Déjà, tu nous as dit le lien social, à quel point il est important. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a différentes choses, puisqu'effectivement, la sécurité psychologique, en fait, c'est relié à la notion de confiance. C'est vraiment cette idée de se sentir en confiance à la fois avec son employeur et son équipe de travail, ce qui va permettre à la fois, dans un contexte un peu classique, de s'exprimer, de pas se freiner finalement dans ce qu'on va exprimer à son équipe, et aussi dans un contexte un petit peu dégradé comme aujourd'hui, de confier un petit peu ses difficultés, de ne pas hésiter à aller voir son employeur ou ses collègues et à faire part de son mal-être ou de ses problèmes en se sentant en confiance. Donc effectivement, il y a différentes pratiques entre guillemets, ou en tout cas des pistes de réflexion qui peuvent être abordées pour renforcer la sécurité psychologique de ses collaborateurs. Déjà, un premier point qui me semble important à adresser, c'est le point de l'expression de ses émotions sur le lieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, le lieu de travail reste quand même un lieu qu'on a tendance à pas mal décorréler de l'expression des émotions, c'est-à-dire qu'on a tendance encore à se dire les émotions, ça reste au vestiaire, et puis quand on arrive au travail, on est au travail, on ne parle pas de ses émotions. Or, c'est juste impossible à faire. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas de reset quand on arrive au travail. On arrive avec ses émotions et on reste avec. Et du coup, je pense qu'en tant que, par exemple, que manager ou même que salarié, ça peut être assez intéressant justement d'encourager l'expression des émotions, à la fois verbalement, donc de dire bien évidemment que les émotions sont les bienvenues, que les difficultés qu'on peut parler librement de ces difficultés, mais aussi en n'hésitant pas soi-même à faire part de ces difficultés, à faire part de ces émotions, ce qui va en fait tout simplement inciter les autres à faire de même, puisque petit à petit on va justement créer une espèce de norme et un environnement caractérisé par le fait qu'on peut exprimer ses émotions sur le lieu de travail. Donc il y a déjà ce point-là qui me semble important. Et après, globalement, se poser la question des émotions et de l'expression des émotions sur le lieu de travail, c'est un premier point. Alors, excuse-moi, attends, je t'interromps juste là, parce que c'est trop intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, à ces employeurs qui disent, non, mais attends, là, Nolwenn, les gens, ils viennent au travail pour bosser, hein, c'est tout, ils sont là pour produire, point. Pourquoi est-ce que tu veux ramener des émotions sur le lieu de travail? Parce que tout simplement, si on ramène pas les émotions, on produit moins. Ah. C'est un peu trivial comme réponse, et le fait est que c'est encore une vision que certaines personnes peuvent partager. Mais le fait est que, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on évolue dans un environnement de travail qui véhicule justement l'idée que on ne peut pas trop exprimer ses difficultés, il faut être un petit peu tout le temps enthousiaste, tout le temps en tout cas motivé, engagé, etc. Le problème, c'est qu'en fait, ces émotions, la tristesse, la frustration, la colère, peu importe, qu'on va ressentir à un moment donné, on va les ressentir. Le problème n'est pas là. Mais du coup, si on se sent pas autorisé entre guillemets à les exprimer, on va les garder pour soi, et on va être encore une fois dans ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va devoir montrer une image de soi qui correspond pas à ce qu'on ressent. Une fois ça va, deux fois ça va, mais le problème à la longue, c'est que c'est très usant d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, et du coup là il y a une vraie souffrance qui se met en place. Puisque vraiment on est dans un effort constant pour renvoyer une image de soi qui correspond pas à ce qu'on ressent. Donc finalement, pour encourager, j'ai envie de dire, la productivité, moi je pose souvent la question, est-ce que le mieux c'est pas d'être en capacité d'entendre à un moment donné les difficultés de la personne, de parvenir à un compromis, ou même le cas échéant d'expliquer à la personne pourquoi on ne peut pas accéder à ses demandes et de repartir sur des bonnes bases,
ou est-ce que le but, c'est de tout le temps être dans une injonction à la productivité qui, au final, va fatiguer ses équipes jusqu'à en arriver, parfois, dans les situations les plus dramatiques, à une souffrance, à un burn-out, à des personnes qui sont, pour le coup, plus du tout capables de produire quoi que ce soit. Ouais, non, clairement. Et après, alors je sais que tu as aussi travaillé, que tu as beaucoup travaillé sur la qualité de vie au travail. Mmh. Du coup, je voulais un peu savoir, d'après toi, c'est quoi le premier objectif d'une politique de qualité de vie au travail? Alors pour moi, le premier objectif d'une politique de qualité de vie au travail, c'est vraiment alors c'est un objectif qui est un peu général, mais c'est encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment fournir les conditions de travail, qui sont le plus susceptibles de favoriser le bien-être des personnes. Et ça, ça sous-entend déjà d'être à l'écoute des besoins des gens, puisque effectivement, tout à l'heure, on parlait de besoins fondamentaux. Ces besoins, ils existent, il faut les prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte des besoins un petit peu spécifiques, à ses collaborateurs, à ses salariés finalement. Et ça sous-entend aussi, justement, comme on le disait, de ne pas être dans une injonction. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on relie beaucoup la qualité de vie au travail à une espèce d'injonction au bonheur, Mmh. de se dire que si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que les salariés soient pas heureux. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, le vrai but pour moi d'une politique de QVT, c'est de savoir ce dont ont besoin les salariés et d'essayer de faire au mieux, pour y répondre. Tout Et en sachant que même si on est et pardon, je suis désolée, je te coupe, mais vas-y, vas-y. tout en sachant que même si on arrive à être au plus proche des besoins de ses salariés, ça n'empêchera pas à un moment donné qu'il y aura des coups de mou, qu'il y aura des périodes un peu, voilà, un peu moins, des jours sans en fait, tout simplement parce que c'est le propre de l'être humain, tout en sachant qu'on ne pourra jamais en fait correspondre à 100% aux besoins de tout le monde. Donc voilà, être aussi dans une logique d'essayer de satisfaire le plus grand nombre, de laisser une marge de manœuvre suffisante pour que chacun s'y retrouve, et d'être encore une fois indulgent vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Mais alors ça, je trouve ça tellement important, là, ce que tu dis là, parce que des fois, ce que je rencontre, c'est des personnes qui se disent, OK, nous, on va mettre une politique de qualité de vie au travail, comme ça, tous nos salariés seront beaucoup plus productifs, et puis tu as l'impression qu'ils veulent que tout le monde soit à fond, tout le temps, dès que tu rentres dans l'entreprise, en fait. Et ouais, et c'est ça pour moi qui est un peu dangereux finalement, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la qualité de vie au travail devient un moyen au service de la productivité. Alors bien évidemment, quand c'est légitime en fait en tant qu'employeur quand on déploie des politiques QVT qui sont coûteuses, à la fois financièrement, en termes de temps, en termes de ressources humaines aussi. C'est légitime de vouloir à un moment donné avoir un retour sur investissement. C'est légitime en tant que personne qui a une entreprise à faire tourner de se dire bah j'espère que ça va rendre mes salariés plus productifs. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on met en place une politique QVT, il faut que quelque part ça soit aussi un peu une fin en soi, de juste améliorer le bien-être des personnes, ce qui aujourd'hui fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises, hein, la fameuse RSE, et pas juste de se dire je mets en place une politique QVT pour améliorer la productivité. Si vraiment, et moi je mets bien en garde hein, les personnes avec lesquelles j'échange là-dessus, le problème, quand on met en place une politique QVT dans le seul et unique but d'espérer, en plus souvent à court terme, voir une amélioration de la productivité, c'est dangereux parce que bien souvent, 3 mois plus tard, on va regarder ce qui se passe, on va se dire oh là là, j'ai pas d'évolution, c'est que ça marche pas, c'est que la QVT c'est tout pourri, alors qu'en fait non, 3 mois c'est beaucoup trop court déjà pour évaluer vraiment les bienfaits d'une politique QVT. Et en plus, effectivement, il y a aussi une variabilité interindividuelle qui fait que quand on est sur de l'humain, on pourra jamais être sûr, voilà, 100% de réussite. Ça ne marche pas. Donc, il faut aussi avoir une logique plus moyen-long terme. Et encore une fois, rester dans l'idée que, a priori, si on colle aux besoins à la fois fondamentaux et spécifiques de ses salariés, il n'y a aucune raison en fait que le bien-être soit pas amélioré, qu'on soit pas plus voilà qu'on n'ait pas une amélioration aussi tangible, pas à 100%, mais tangible de la motivation et de l'engagement. Mais il faut encore une fois se donner du temps, être aussi bah voilà, dans une démarche de test. Se dire qu'à un moment donné, si ça n'a pas marché, peut-être que je peux essayer de faire un peu différemment. Et ne surtout pas se dire, je mets ça en place pour améliorer ma productivité dans les 3 mois. Ça, à mon sens, c'est le meilleur moyen, j'exagère un peu, mais c'est un des meilleurs moyens de pas être dans de pas déployer une politique QVT qui soit la plus efficace, parce que quand on est dans cette démarche-là, on va pas être dans les meilleures dispositions pour avoir une politique QVT qui soit sincère, si tu veux.
Ouais, non, Parce qu'on va vouloir que les choses aillent vite, parce qu'on va vouloir mettre en place des outils un petit peu basiques, un petit peu, ce que moi j'appelle, avec beaucoup de guillemets, la psychologie industrialisée, c'est-à-dire des outils très très simples qui catégorisent les personnes en 3 catégories, en donnant des solutions toutes faites pour chaque catégorie de personnes et qui aujourd'hui pullulent un petit peu sur les réseaux sociaux et qui ont l'avantage pour elles d'être, oui, très simples d'utilisation. Souvent des méthodes qui promettent des résultats à court terme, mais à mon sens, c'est pas comme ça qu'on arrive vraiment à être au plus proche des besoins des gens. Pour moi, il faut se laisser le temps justement de faire, de tester, de revenir sur ce qu'on a fait, d'ajuster, tout en se disant que voilà, même si on n'observe pas à court terme une augmentation de la productivité, on aura à moyen long terme des équipes plus engagées et plus motivées de façon tangible, quoi. Oui, non, complètement. Puis je rebondis aussi tout à l'heure sur ce que tu disais sur la productivité. Moi, je dirais aussi, au-delà d'être juste comme plus productif, est-ce que le fait de au moins donner aux salariés tous les éléments qu'ils peuvent pour au moins bien travailler, tu sais, et pas être comme démotivé ou on parle pas aussi beaucoup et ça, je trouve que ça manque. Je pense que tu as écrit aussi un article là-dessus, là, de mémoire, sur le présentéisme. Et d'ailleurs, si tu peux nous dire un petit mot là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de super important. Alors oui, c'est super important et alors c'est peut-être une thématique qui a un peu évolué avec, la mise en place du télétravail généralisé, mais pour autant qui reste d'actualité, je pense. C'est une thématique qui est très importante parce qu'aujourd'hui, on associe beaucoup en France la qualité du travail fourni au temps de travail. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le temps de travail reflète, à la fois une qualité de travail, mais aussi un engagement et un investissement. Alors que c'est pas forcément le cas. J'allais dire c'est absolument pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Pour certaines personnes, effectivement, il y a cette notion-là est vraie. Mais néanmoins, le problème, c'est qu'on a tendance à penser que ça, c'est vrai pour tout le monde et du coup, les employeurs, encore aujourd'hui, en tout cas avant, cette période de télétravail, avaient tendance à valoriser un petit peu implicitement, alors je parle pas pour tout le monde bien évidemment, je parle de grandes tendances, mais on remarquait encore une valorisation des personnes qui restent tard, qui arrivent tôt, qui comptent pas leurs heures, qui travaillent un peu les week-ends, qui consultent leurs mails pendant les congés, etc. Parce que on se disait, bah, si elles font ça, c'est qu'elles sont investies, c'est qu'elles sont motivées. Or, alors déjà pas tout le temps. Il y a des personnes très investies, très motivées, mais qui ont aussi un fonctionnement qui fait qu'elles vont être très efficaces sur une très courte durée et plus du tout efficaces après, hein. Moi, en plus, je suis bien placée pour en parler parce que je fonctionne pas mal comme ça. Moi, je vais être très, très efficace sur 3, 4, 5 heures, mais après, j'ai le cerveau, pardonne-moi l'expression, mais j'ai le cerveau complètement cramé. Et, et voilà, je suis obligée de passer à des tâches beaucoup moins coûteuses parce que j'ai plus de ressources, quoi. Au contraire, il y a des gens qui vont bien aimer prendre leur temps et qui vont avoir besoin de plus de temps voilà, pour produire un travail qui les satisfont. Donc, dire les personnes engagées, ce sont celles qui travaillent le plus. Bah non, pas forcément, parce qu'on est tous différents, qu'on a tous un fonctionnement différent et qu'il y a des personnes très engagées qui juste ne peuvent pas travailler plus de 7-8 heures par jour parce qu'elles sont complètement cramées, quoi, voire même moins en fait. Donc le présentéisme, ouais, c'est un peu dangereux de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus dangereux en fait que quand on valorise implicitement les personnes qui restent tard, etc., on incite les gens à adopter ces conduites-là, parce que bien évidemment, encore une fois, et c'est logique, ce qu'on a envie, c'est d'être bien vu de son employeur. On a envie de renvoyer une bonne image de soi au boulot, on a envie que voilà, d'être un peu à la fois bien perçu, d'éviter comment dire, d'être un peu le vilain petit canard qui part à 17h alors que les autres partent à 19. Donc forcément, en fait, j'ai envie de dire forcément, mais ouais, si, c'est logique, on va avoir tendance à se conformer un petit peu à ces normes-là. Et ça peut être vraiment très, très dangereux pour des personnes qui vont justement utiliser toujours plus de ressources et justement se fatiguer finalement sur le long terme. Et c'est là, encore une fois, qu'on est à risque de souffrance. Et aujourd'hui, c'est des thématiques qui sont aussi pas mal d'actualité avec le télétravail. Alors, pour le coup, on parle plus vraiment de présentéisme parce que l'enjeu n'est plus d'être présent ou pas. Mais je crois que il y a pas mal il y a des enquêtes qui ont montré qu'il y avait globalement eu une augmentation des temps de travail depuis qu'il y avait eu la mise en place du télétravail généralisé, à la fois parce que les gens n'ont plus de temps de transport et du coup allouent quelque part le temps qu'ils mettaient dans les transports au travail. Or, bah, le travail prend quand même plus de ressources que le transport, et aussi parce qu'il y a encore un petit peu cette notion cette vision du télétravail en France, en tout cas, comme un privilège, et du coup, les personnes ont tendance un petit peu à compenser
ce qu'elles perçoivent comme un privilège en travaillant plus. Donc il y a vraiment une augmentation des temps de travail depuis le début de la crise sanitaire. Et ça, c'est aussi un peu dangereux finalement parce que, eh ben, alors encore une fois, il y a des personnes à qui ça convient très bien et je remets absolument pas ça en question, mais il faut vraiment être à l'écoute justement de ses besoins, de son fonctionnement et, euh, et se dire à un moment donné, est-ce que je devrais pas plutôt m'arrêter pour mieux repartir demain? Et donc, à la fois se le dire en tant qu'individu, mais aussi en tant que manager ou en tant que dirigeant, encourager les personnes à ne pas évaluer la qualité de leur travail ou leur investissement sur la base de leur temps de travail, mais plutôt sur la base, bah voilà, de la réussite de projet, de l'atteinte des objectifs, etc. Ouais, non, clairement. Et d'ailleurs, d'après toi, là, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce chamboulement-là, qu'on a tous vécu hein, mondialement, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, même si on n'est pas encore arrivé à la fin, donc peut-être que ma question est un peu précoce, mais qu'est-ce que, d'après toi, on peut en tirer de cette période de Covid? Alors, au niveau du travail, pour parler de ce que je connais, je pense qu'il y a plusieurs. Alors, encore une fois, et je suis d'accord avec toi, hein, on en reparlera dans quelques mois, que nos points de vue auront peut-être évolué. J'ai l'impression déjà il y a quelques enseignements qui peuvent être tirés. Déjà, comme on en parlait tout à l'heure, l'importance de l'aspect social dans le travail et le fait justement qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on doit repenser un petit peu ce que moi j'appelle l'espace bureau comme plus forcément effectivement un espace où on doit être présent à 100%, du moins pour certains métiers, mais plutôt comme un espace dans lequel on vient pour justement travailler en mode collaboratif, pour justement satisfaire aussi, entretenir des bonnes relations sociales avec ses collègues, pour travailler sur des projets ensemble, faire des brainstorming, etc. Donc ça, pour moi, c'est aussi un enseignement à tirer, c'est quel est aujourd'hui l'intérêt du bureau? Est-ce qu'on n'y viendrait pas aujourd'hui plus pour justement satisfaire ce besoin de relations sociales? Qu'est-ce que ça implique en matière d'aménagement? Qu'est-ce que ça implique aussi en matière de mise en place du télétravail? Parce que finalement, un deuxième enseignement qu'on peut tirer, même si ça s'est un peu fait dans la douleur, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, ou en tout cas ceux qui le peuvent, évidemment, parce qu'il y a des caractéristiques de certains postes qui font que c'est pas possible, mais ceux qui le peuvent ont l'air quand même de plutôt très bien fonctionner en télétravail. Donc ça, je pense, fait pas mal évoluer les conceptions du télétravail, puisqu'on était encore dans une conception du télétravail où ah là là, j'ai pas mon salarié qui est sous mes yeux, je peux pas contrôler ce qu'il fait, peut-être qu'il est sur Facebook, peut-être qu'il est dans son lit, peut-être qu'il travaille pas. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même pas mal vu que on était toutes et tous capables de très bien fonctionner en télétravail. Et, je pense que ça a fait évoluer aussi les représentations. Donc je pense que demain, quand cette crise sanitaire sera terminée, il y aura une vraie nécessité de repenser un petit peu l'organisation du travail en intégrant, quand c'est possible, un télétravail partiel plus généralisé et en repensant l'utilité des bureaux comme des espaces plus de socialisation, de collaboration, que des espaces dans lesquels on doit être présent à 100% du temps. Et une autre chose aussi que j'ai vue et qui finalement, encore une fois, ça s'est fait dans la douleur, mais je pense au final que ce sera positif, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, on est quand même dans une prise de conscience des enjeux de la santé psychologique que moi, avec ma toute petite expérience, mais aussi les personnes avec lesquelles je peux interagir et qui ont plus d'expérience, on décrit comme on n'avait jamais vu ça, quoi. Aujourd'hui, les enjeux de santé psychologique sont vraiment, au travail, hein, bien sûr, sont vraiment en lumière. Il y a de plus en plus de prise de conscience de l'importance de la santé psychologique au travail, de l'importance de l'accompagnement de la part des managers, de la part des spécialistes de la prévention RPS. Et je pense que si pour être un petit peu positive, cette crise sanitaire aura vraiment mis en lumière ces enjeux-là et aura peut-être légitimé quelque part ces enjeux-là aux yeux des entreprises, des dirigeants, des managers, etc. Ah mais totalement. Je t'avoue que j'ai jamais vu autant d'articles sortir. Je trouve ça vraiment bien sur pour pouvoir aider les personnes. Comment est-ce que tu fais quand t'es pas bien? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir t'aérer, sortir? Enfin, tu vois, plein de choses. Ou même pour les employeurs qui arrêtent pas de sortir là-dessus. Et je trouve ça vraiment top. Hein, et j'espère qu'on va garder ça en tout cas sur la durée. Nolwenn, moi j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui pour toi est important de le dire aujourd'hui? Non, pas spécialement. Je pense on a abordé
effectivement, beaucoup de sujets intéressants. Et d'ailleurs, je te remercie pour tes questions que j'ai trouvées hyper intéressantes. Et c'était vraiment très agréable d'y répondre, pardon. Et si, peut-être le petit mot de la fin. On parlait tout à l'heure des idées reçues concernant la psychologie. Il y a peut-être une idée reçue, non pas sur la psychologie, mais sur les chercheurs que j'aimerais aujourd'hui remettre en question. C'est qu'on a tendance aujourd'hui beaucoup à voir les chercheurs comme des personnes qui sont assez déconnectés du terrain, des entreprises, comme un peu des rats de laboratoire. Tu sais, la personne avec ses lunettes, avec sa blouse derrière son ordi, qui est toute pâle parce qu'elle sort jamais de sa grotte là. T'es pas comme ça, Nolwenn? Si, mais la caméra, tu verras. Non, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est vraiment plus là et de plus en plus, il y a des jeunes chercheurs et des chercheurs un peu moins jeunes aussi, mais surtout des jeunes chercheurs qui ont vraiment cette volonté de porter un petit peu les travaux de la recherche dans l'opérationnel, dans les besoins des entreprises, sur le terrain. Et j'aimerais vraiment, et ça pour moi c'est super important. Et au-delà de casser les idées reçues sur la psychologie, mon associé et moi on s'inscrit vraiment aussi, et c'est pour ça qu'on communique autant, dans l'idée de briser un peu les idées reçues sur la recherche, de montrer un petit peu, ou en tout cas d'essayer de montrer qu'on peut faire de la recherche et répondre à des besoins qui sont réels, qui sont d'actualité. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. Donc j'encourage tous tes auditeurs à vraiment s'intéresser au-delà de ce qu'on fait personnellement, à ce que plein d'autres jeunes chercheurs font, qui sont super intéressants en psychologie, en sciences sociales et dans plein d'autres sciences, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution qui est un petit peu en route, que la recherche commence à être de plus en plus valorisée ailleurs que dans les labos. Et moi, je suis vraiment ravie de constater ça, ravie aussi à mon tout petit niveau d'en faire partie. Et j'espère que l'évolution va se poursuivre. Ah mais oui, non mais complètement. Et puis pour ceux qui nous entendent, allez lire tous les articles de vulgarisation scientifique, c'est super passionnant. Allez lire même les articles de Nolwenn, vous apprendrez des choses sur vous aussi, puis sur votre environnement de travail, c'est trop top. Alors allez-y. Alors moi j'ai une avant-dernière question pour toi que j'aime bien poser à la fin. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Waouh, c'est une super bonne question. Pas mal de choses. Ce qui me donne envie de me réveiller le matin aujourd'hui, c'est de savoir que je fais un travail qui correspond à mes valeurs, c'est-à-dire que le bien-être au travail, la santé psychologique au travail, pour moi, c'est une cause qui est hyper importante. Je veux dire, comme je te disais tout à l'heure, on passe tellement de temps de notre vie au travail et je vois que le travail est encore aujourd'hui une source de souffrance pour énormément de personnes. Et pour moi, c'est juste inconcevable que le travail continue à être une source de souffrance alors qu'on y passe 35, 40, parfois même plus d'heures par semaine. Et aujourd'hui, contribuer encore une fois à mon tout petit niveau à améliorer des conditions de travail directement ou indirectement, c'est super important. Et en étant un peu plus centrée sur moi-même, entre guillemets, le fait de participer à des projets hyper variés, d'avoir des interlocuteurs hyper intéressants, hyper diversifiés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'indépendante, j'interagis avec beaucoup de personnes qui, oui, ont des idées reçues sur la psychologie, mais qui sont aussi hyper ouverts à découvrir ce que c'est, qui sont hyper intéressés par ce que la psychologie peut apporter, et avec lesquels je mets en place des collaborations hyper diversifiées sur des projets de recherche, sur de la construction d'outils, sur de la rédaction de contenu. Et le fait d'être impliqué là-dedans, le fait d'avoir des gens qui me fassent confiance et avec qui je peux mettre en place des choses aussi intéressantes au quotidien, c'est hyper général, hein, mais moi j'avoue que le matin quand je me lève et que je me dis mais ce matin je vais bosser là-dessus, je suis super contente, c'est trop bien quoi. Et franchement pour rien au monde j'échangerais ça contre autre chose quoi. J'adore ce que je fais. Ah, c'est trop beau. C'est trop bien. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux nous partager en tout cas avec nous ta découverte récente. Alors ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué. Quelque chose qui m'a marqué. Alors, ça t'embête si je prends 5 secondes pour réfléchir? Ah bah non, pas du tout. Parce que je sais effectivement, je vais me permettre je sais effectivement que j'ai une chaîne de YouTube de vulgarisation en psychologie qui est super, mais le nom m'échappe. Donc, je me permets d'aller chercher. Vas-y. J'appelle à la rescousse. Tu pourras mettre dans mon tas. Je fais là un ami. Ah, ça serait génial. Alors, en direct. C'est ça. On l'appelle un ami.
Alors attention, allô? Oui, j'ai une question très importante tout de suite là. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube que nous avait recommandé Clément qui est super cool là? Tu sais, celle où le mec il parle avec une voix bizarre et ah ouais, mais non, ça se dit pas dans un podcast, c'est pas très joli comme nom. Le nom de la chaîne est horrible, mais je vais te le dire quand même. Bon, bah, je vais dire ça. À tout de suite. Alors, c'est un nom qui est absolument pas politiquement correct, mais c'est Defakator en fait. Ah, Defecator, mais oui, je le Tu connais. Mais oui, Ah, je le suis tout le temps. Là, ça faisait longtemps en plus qu'il n'avait pas sorti une vidéo et puis j'arrêtais pas d'attendre. Donc oui, non, Defecator, il est trop top. J'ai vu toutes ses vidéos et je peux qu'encourager à aller voir Defecator. mais ouais, c'est un super pote qui est maître de conf en psycho justement à l'université de Clément. Non, Clément, si tu nous écoutes, c'est de toi que je parle. À l'université de Clermont, qui m'a conseillé ça il y a pas longtemps et qui était aussi super étonné que je connaisse pas. Et j'avoue qu'en regardant les vidéos, je me suis dit mais ouais, mais comment j'ai pu ne pas connaître ça avant? C'est trop bien. Et vraiment, je recommande cette chaîne parce que je trouve que c'est super bien expliqué, c'est super éclairant. J'ai aussi appris énormément de choses en les regardant. Donc vraiment, je trouve que sur YouTube, il y a vraiment globalement énormément de contenu, de vulgarisation, de qualité dans tous les domaines. Donc je peux voilà qu'encourager toutes les personnes qui écoutent à s'intéresser aux chaînes YouTube sur des sujets qui les intéressent. Moi, je sais que je suis des chaînes d'histoire, je suis le fameux Dirty Biology avec plein de passion parce que je le trouve super intéressant. Enfin, je trouve que YouTube, c'est vraiment bien fait pour ça. Et du coup, Defecator, même si je me suis dit au début, mais elle va jamais accepter que je dise ce mot-là dans son podcast. Oh non, Dieu. Je peux même dire son slogan, c'est Defecator, on défecte sur les fakes. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. C'est vrai. Non, mais j'adore en tout cas, et c'était un peu ma découverte dernièrement, même si je sais que j'arrive un peu tard. C'était vraiment trop cool. Ah, mais trop top. Alors, et maintenant sur toi, Nolwenn, comment est-ce qu'on fait si on veut échanger avec toi, te poser des questions? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Alors, pour me contacter, vous pouvez déjà du coup aller voir mon profil LinkedIn. Je suis assez active sur LinkedIn, j'y suis voilà quotidiennement, donc je réponds, je suis assez réactive sur les messages. Donc c'est Nolwenn Anier A-N-I-E-R PhD. Et sinon, effectivement, il y a mon site internet. Donc le site internet qu'on tient avec mon associé, c'est psycho.com, donc psycho PSSEKO.com. Voilà, donc sur lequel vous trouverez le blog, tous les articles de vulgarisation qu'on a écrits, un petit résumé de la manière dont on collabore avec les entreprises et donc tous nos contacts pour si jamais vous voulez nous envoyer un petit message ou juste voilà dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Bah, mais carrément, mais super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Nolwenn, pour ce moment. J'ai vraiment passé un super bon moment. Et puis à très vite. Bah écoute, moi aussi j'ai passé un super moment, Camille. Je te remercie encore pour ton invitation et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis sur Spotify, SoundCloud ou encore iTunes. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. N'oubliez pas d'être toujours curieux et de vous poser des questions. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!